Pink Floyd, c'est ça. So you think you could tell? We don't need no education. Pink Floyd est un groupe de rock progressif et plutôt psychédélique, on peut le dire, formé à Londres en 1965. Le groupe est connu et reconnu pour sa musique expérimentale et complètement planante. Et évidemment, ses solos de guitare complètement légendaires, pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes. En 30 ans de carrière, Pink Floyd a vendu près de 300 millions d'albums à travers le monde entier. Donc on ne parle pas de n'importe quel groupe de musique quand même là. On connaît tous la pochette d'album The Dark Side of the Moon. On a déjà tous entendu au moins une chanson de Pink Floyd, Money par exemple. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 17e gamme d'anecdotes. Tout commence en 1962. Roger Waters, Syd Barrett et David Gilmour habitent à Cambridge et s'initient mutuellement à l'apprentissage de la guitare folk et rock. Roger Waters fait la connaissance de Nick Mason et Richard Wright, et ils décident tous les trois de former un groupe de pop en automne 1965, les Architectural Abdabs, en recrutant 3 autres personnes qui seront évincées en 1966. Malheureusement, le groupe axé sur le rhythm and blues ne fonctionne pas trop. Richard Wright décide alors, avec l'aide de Roger Waters et Nick Mason, de reformer de nouveau un groupe. Ce nouveau groupe, il est donc composé de Syd Barrett à la guitare et au chant, de Richard Wright au clavier, de Roger Waters à la basse et de Nick Mason à la batterie et au percu. Et il commence à se produire la même année dans la région de Cambridge. Et voilà, la première formation officielle du groupe existe, mais pas encore sous le nom de Pink Floyd. On en arrive au nom de Pink Floyd. Pourquoi Pink Floyd? Pink ça veut dire rose, ok, mais Floyd, bah ça veut rien dire. Il y a des théories comme quoi ça serait pour dire flamand et que donc les Pink Floyd seraient les flamands roses. Après les pierres qui roulent, les portes et les keys, on aurait droit aux flamands roses? Sérieux? Eh bien non. Syd Barrett, le chanteur et le guitariste du groupe, aurait eu l'idée de ce nom-là lors d'un festival. Selon la légende, c'est lors de ce festival que le groupe dut improviser un nouveau nom parce que lors de ce même festival, un autre groupe se produisait sous le même exact nom que les Pink Floyd de l'époque. Alors pour éviter la confusion, Syd Barrett y prend la décision de changer le nom du groupe au dernier moment. Étant grand amateur de blues et particulièrement de 2 musiciens, Pinkney Anderson et Floyd Council, il choisit naturellement de combiner les 2 noms de ses idoles favorites. Et pouf, le groupe Pink Floyd est né. En 1967 sort le tout premier album des Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. C'est un succès et le groupe entame une grosse tournée avec Jimi Hendrix et d'autres artistes. Un an plus tard, Syd Barrett souffre d'une dépression nerveuse, attribuée à l'usage de bonnes grosses drogues comme la LSD et aux tournées permanentes. Pour dire, il y a une légende qui raconte que sa performance sur scène à cette époque, c'était de jouer la même note pendant tout le concert. La performance de dingue quoi. Bref, Syd Barrett il est au plus mal et il devient imprévisible et limite dangereux. Les autres membres du groupe décident alors de recruter le guitariste et chanteur David Gilmour afin d'assurer les lives. Pendant une très courte période, les Pink Floyd étaient donc 5 dans le groupe. Période qui dura exactement 3 mois puisque le 6 avril, Syd Barrett est exclu définitivement du groupe. Ah bah c'est normal Jules, Syd Barrett était un génie certes mais ingérable. D'ailleurs dans l'album de 1970, The Madcap Loves, certains regrettent la présence de la chanson If It's In You car ce bon Syd n'était pas dans un bon jour lors de l'enregistrement. L'alcool, la drogue et le manque de préparation lui font faire défaut au départ. Yes, I'm thinking. Yes, I'm thinking. Look, you know, I'll start again. Et surtout des notes approximatives. Enfin, beaucoup pensent que Syd Barrett était sain, mais que c'était le monde qui l'entourait qui était fou. Et il y a tellement de choses à dire sur ce personnage que je considère comme mythique, que j'espère que tu lui consacreras une émission entière des anecdotes. Ah mais c'est une super idée ça. En tout cas, merci Musique Antique d'être venu sur la chaîne. Tu peux revenir quand tu veux. Le 23 mars 1973 sort l'album The Dark Side of the Moon. Et Jules, je l'ai aussi le vinyle de Dark Side of the Moon. D'ailleurs, j'en ai plein des Pink Floyd, j'en ai gavé. D'accord. Donc je disais, c'est un des albums les plus aboutis artistiquement et il constitue avec les 3 albums qui ont suivi, Wish You Were Here, Animals and The Wall, un quatuor des chefs-d'œuvre absolument hors du commun. Alors c'est parti pour quelques facts concernant cet album. Cet album il est resté dans le top 200 américain 1007 semaines au total. Ça fait plus de 19 ans, le truc de malade. Bon évidemment c'est le record historique, tout album confondu. The Dark Side of the Moon, c'est aussi le 3e album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 50 millions d'exemplaires. Un autre fact un peu fou sur cet album, c'est qu'il n'a été nominé qu'à un seul Grammy Award. Il n'était même pas destiné au groupe, mais au producteur Alan Parsons. Comme quoi.
Juste après la sortie de l'album Dark Side of the Moon, qui a été un succès monstrueux, les Pink Floyd, ils ne trouvent plus vraiment d'inspiration, malgré leur volonté de faire un album qui constituerait un digne successeur. Déjà le défi, il est de taille quand même, parce que The Dark Side of the Moon, c'est pas n'importe quel album, faut le rappeler ça. Bref, ils se lancent fin 73 dans des séances d'enregistrement qui n'ont absolument ni queue ni tête. Ils n'utilisent aucun instrument conventionnel, donc pas de guitare ni de batterie, de basse, etc. Mais plutôt des ustensiles de ménage, des aérosols, des rouleaux de scotch, parce que pourquoi pas tant qu'à faire. Et pourquoi pas appeler l'album The Household Objects, aussi, autant que le délire aille jusqu'au bout quoi. Ah, c'est le nom qu'ils avaient choisi. Oh putain. Bref, ils ont passé 2 semaines entières à enregistrer cet album pour finalement ne jamais le sortir. Tout ça pour ça. Juste après l'album complètement raté de Household Objects, les Pink Floyd y retournent en studio pour travailler sur leur prochain album sérieux, Wish You Were Here, qui est un hommage à Syd Barrett, membre fondateur du groupe, qui a été exclu à cause de ses problèmes liés à l'alcool. Lors d'une session d'enregistrement, un homme s'installe dans un coin du studio et observe les Pink Floyd en train de jouer. Il est quasi chauve, il est bedonnant, et il tient dans sa main un sac plastique bourré de médicaments. Sur le coup, il y a personne qui le reconnaît, mais c'est bien Syd Barrett qui est venu faire un petit coucou à ses anciens camarades. Roger Waters a d'ailleurs admis avoir pleuré après avoir appris qu'il s'agissait en fait de son ami Syd, qu'il ne reverra plus jusqu'à sa mort en 2006. En 1977, Pink Floyd s'apprête à sortir son 10e album studio, Animals. Animals je l'ai aussi en vinyle. Non, te vexe pas musique antique. Si tu veux, on fera la vidéo de Syd Barrett ensemble. Ça te plairait ça? Allez, on se tient au courant. Sur les 5 titres de l'album, Will ne faisait pas beaucoup de chansons. 3 d'entre eux sont dédiés aux cochons. Et qui dit cochon, dit couverture d'album cochonne. On s'envoie en l'air et tout. Donc ça a donné... ça, haha, tu t'y attendais pas hein. C'est l'histoire de cette pochette qui va nous intéresser en fait. Les Pink Floyd n'ont pas froid aux yeux. Rien ne leur fait peur, donc ils décident au calme de faire construire une truie gonflable de 12 mètres de long. 12 mètres 12 mètres c'est beaucoup. Il leur a fallu 3 jours pour prendre la photo parce que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Le premier jour, il donne absolument rien. Un tireur d'élite est quand même présent au cas où Algie, c'est le nom de la cochonne, de la truie, tentait de s'échapper. Parce que laisser un truc de 12 mètres de long à côté d'un environnement à haute tension, c'est pas forcément une bonne idée. Le deuxième jour, le tireur d'élite n'a pas été rappelé, et c'est évidemment ce jour-là où le vent s'est levé. Algie se retrouve alors à 12 000 mètres d'altitude, en plein centre d'un couloir aérien, ce qui provoquera l'annulation de tous les vols de l'aéroport de Londres. Le truc de fou. Et le troisième jour, le cochon est retrouvé dans un champ complètement paumé. Et la photo n'est même pas bonne parce que le ciel est trop bleu. Bref, la pochette d'Animals provient finalement d'un montage entre les photos du premier et du troisième jour. Tout ça pour un album, t'imagines ? Il y a vraiment trop de trucs à dire sur Pink Floyd, donc si vous voulez un deuxième épisode, bombardez les pouces bleus et les commentaires, parce que déjà ça me ferait plaisir, et puis en plus ça vous permet de vous exprimer. On va finir sur l'album The Wall. L'album The Wall en fait, c'est un double album opéra rock. Non, pas ça, non, enlève ça tout de suite. Donc je disais, c'est un opéra rock inspiré d'une part de la vie personnelle de Roger Waters, mais aussi de sa volonté de construire un mur entre lui et le reste du monde. L'album raconte la vie de Pink, une rockstar névrosée sombrant dans la folie la plus totale, puisqu'elle croit être un dictateur sanguinaire. La tournée qui a suivi l'album The Wall était un peu particulière, puisque les Pink Floyd ont eu l'idée de construire un véritable mur entre la scène et le public durant la première partie du show, des projections étant faites durant la deuxième partie. Les spectateurs ne voyaient pas du tout le groupe, alors qu'ils étaient bien là. L'album The Wall était d'ailleurs joué en intégralité, sans rappel, ce qui est extrêmement rare. Décidément, ils ont peur de rien ces Pink Floyd. Alors, ne t'en va pas tout de suite, j'ai 2 choses à dire. Tout d'abord, je te présente la chaîne de Musique Antique. Sur sa chaîne, tu trouveras des émissions sur les vinyles et les pochettes avec des anecdotes, des histoires et de l'art graphique, et en plus de la littérature pour mieux apprécier les bons sons. Mais aussi des émissions où tu peux suivre son périple, où il part à la recherche de vinyles. Enfin, son émission la plus récente s'appelle Sample, et comme son nom l'indique, il montre avec des extraits musicaux qu'une œuvre en a samplé une autre, et je peux vous le dire, les inspirations elles sont parfois très lointaines et différentes de l'œuvre finale. Bref, va t'abonner, c'est un bon gars, et il fait des très bonnes vidéos. Et la deuxième chose, c'est qu'à la fin de mes vidéos, je ferai un mini top 5 par écrit de mes chansons préférées de l'artiste ou du groupe en question. Donc n'hésite pas à aller checker les chansons juste après la vidéo. Bon, sinon tu commences à connaître la chanson, tu peux t'abonner, laisser un commentaire, partager la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Je te donne rendez-vous dans 10 jours pour une prochaine croche. Porte-toi bien, écoute plein de musique. Tchuss!